J'ai pris cette initiative de parler sans micro comme nous n'étions pas nombreux, donc monsieur n'en est pas responsable. Hein. Je suis le seul coupable. Merci. Alors, je voulais également vous parler d'une autre comment dirais-je, photographe qui appartient à l'agence Nour, qui est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Sam de Wilde et qui a réalisé un travail assez étonnant. Vous allez le voir, The Island of the Colorblind, entre 2015 et 2016. Elle s'est intéressée à une catastrophe, un typhon, qui a balayé un minuscule atoll de l'océan Pacifique qui s'appelle Pingelap. Pingelap, je prononce peut-être mal. Le roi de cet atoll a survécu au XVIIIe siècle, donc a été l'objet de toute une série d'études, et l'on s'est aperçu qu'il était porteur d'achromatopsie. Je ne connaissais pas ce nom avant de présenter ma conférence, c'est-à-dire c'est une maladie qui affecte la vision et qui est une espèce qui provoque un daltonisme complet. Et comme ce roi a eu beaucoup d'enfants, l'île est isolée et j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de loisirs, cette maladie s'est transmise de façon héréditaire. De sorte que la plupart des gens qui vivent et qui vivent encore sur cet atoll, et même certains qui ont essaimé autour, n'ont pas la vision que nous avons. Et donc, elle a décidé de retourner, d'aller dans cet atoll, d'étudier ce typhon qui a été, je dirais, mémorable et chroniqué à l'époque, malgré l'isolement de l'île, mais de faire des photographies en infrarouge, voire en noir et blanc, pour essayer de resituer cette vision qu'ont les habitants de leur île, et pas du tout celle que nous avons. Donc c'est une espèce de vision tronquée, un peu paradisiaque, qui se base sur ce fait divers lié à un événement climatique. C'est par exemple une photo assez étonnante de cette île. Sam de Wilde, d'ailleurs, prolonge aujourd'hui ce travail sur la génétique dans la vie des gens et la manière dont elle peut façonner ou affecter les communautés. C'est quelqu'un qui a fait ses études au Casque à Gand, qui est une des plus grandes écoles de beaux-arts en Belgique, et qui a été récompensé par de très très nombreux prix. Nous préparons dans 2 ans, dans 2 ou 3 ans, une exposition un peu plus importante avec elle, mais elle avait également reçu un prix chez nous. Elle avait été sélectionnée en 2014 par le British Journal of Photography comme d'un des meilleurs talents émergents au monde entier. Je referme la parenthèse. Et elle est devenue un membre actif de l'agence Nour. Je voudrais également encore vous montrer 2 ou 3 photographes puisque le temps passe. Pierre Van Est, qui est un photographe et un cinéaste qui est basé entre Bruxelles et Dakar et qui a réalisé, et précisément parce qu'il vit en partie au Sénégal, un projet qui s'appelle Dremwell, où il a étudié, c'est devenu un livre et un film d'ailleurs, un livre avec avec un contenu vidéo augmenté d'une réalité virtuelle, où il a étudié l'opposition qu'il y a entre une pêche intense qui est pratiquée et les pêcheurs au large de Dakar qui ne parviennent plus aujourd'hui véritablement à ramener de quoi nourrir leur famille, mais de quoi également travailler dans leur je dirais, environnement direct. Le travail qu'il a mené, je recherchais, a commencé en 2018 et il fait face, au fond, à la transformation industrielle et économique de tout ce territoire. Donc il s'agit aussi, ici, au fond, de populations qui vont probablement devoir un jour se déplacer. Il a reçu en 2019 la bourse photographique de la Fondation Lagardère pour ce projet, qui est un projet à long terme. Donc je vous montre différentes images. C'est un photographe qui est très attaché au noir et blanc. L'Atlantique Nord-Est est la 4e zone de pêche au monde et elle est principalement exploitée par des armateurs européens. Et cette région contribue
à plus de 70% des captures européennes. Et donc les hommes de la côte voient de plus en plus leur mer se vider progressivement, l'avenir de leur métier changer. Ce sont donc des gens qu'on va retrouver dans les capitales ou qu'on va retrouver comme immigrants ailleurs, faute de moyens. C'est un travail très très classique en noir et blanc, mais très pur, très juste. Et il y a là aussi dans ces films une grande puissance sonore aussi quand il traite. C'est vraiment un cinéaste à part entière. Alors je voudrais encore vous montrer un autre photographe, Cyril Albrecht, qui est un photographe français qui est basé à Bruxelles, comme beaucoup de photographes aujourd'hui. Cyril Albrecht s'est engagé dans la photographie depuis une vie qui était une vie professionnelle antérieure, et sa pratique s'est concentrée sur des projets à long terme, toujours au travers des thèmes de l'errance, du voyage, souvent d'ailleurs très loin de son propre pays. Et son travail tente d'aborder systématiquement la relation au paysage, la tension entre l'artificiel et le naturel, l'émergence persistante de l'abstraction, même quand on voit les paysages comme il les photographie, vus d'avion, vus d'hélicoptère, une autre façon de voir le monde réel. Son travail, c'est un travail qu'il mène sur des grands formats, à échelle très détaillée justement pour que l'on puisse voir le détail, une volonté d'immerger le spectateur. Alors, ce travail qu'il mène aujourd'hui, que l'on présentera, on en a présenté des extraits, mais on le présentera sans doute sous une forme monographique dans quelques années, est un travail qui s'appelle Hydraulic Empire. L'Ouest américain, qui est une vaste étendue de terres qui sont largement caractérisées par l'aridité, est devenu le lieu de mégapoles tentaculaires, de l'épicentre des industries, du divertissement, de la technologie, une source de produits agricoles, mais à très très grande échelle, donc une partie intégrante de cette puissance américaine. Et dans Hydraulic Empire, il s'est intéressé à cette question de dire mais comment va-t-on irriguer non seulement ces exploitations, mais comment va-t-on amener de l'eau dans des villes qui sont des villes modernes, qui croissent et qui croissent de plus en plus. Donc ce projet va étudier visiblement la lutte entre à la fois les habitants de ces régions qui ont toujours vécu dans une économie, je dirais, de peu de consommation, avec les nécessités des villes aujourd'hui. Et donc, on va commencer à voir ici je dirais, des rivières qui vont se tarir, des puits de forage qui vont épuiser les nappes phréatiques et qui font que, par exemple, les populations telles celles-ci, comme des populations indiennes, n'obtiennent plus d'eau en suffisance et doivent venir s'approvisionner dans des barrages, ce qui va amener bien entendu des discussions et des formes de manifestations, pacifiques ou non, sur cette gestion du territoire entre les nouveaux arrivants et d'autres personnes. Sa série jette un regard très lucide et sans trop d'espoir et sans trop de concessions sur les perspectives d'avenir d'une construction humaine qui est très remarquable, animée par le défi et le déni, qui expose ses fragilités, ses défis, dans un monde qui est un monde en proie à un changement climatique très rapide. L'Occident n'est pas inconscient de toutes ces vulnérabilités, s'efforce de freiner sa soif par une combinaison de technologies, de politiques de conservation, d'intensification, mais des questions précises demeurent. Est-ce que tout cela sera suffisant lorsque l'on voit déjà les stigmates qui sont apportés au paysage et surtout ces villes champignons qui de plus en plus constellent l'Ouest américain, nouvelles villes avec des nouvelles nécessités en électricité, à la différence d'un habitat rural et traditionnel qui lutte pour le maintien de de son mode de vie. Voilà quelques exemples de photographes qui, j'imagine, ne changeront pas le monde. Si les photographies changeraient le monde, j'en serais le premier heureux, mais à tout le moins permettent sans doute de prendre
conscience, et c'est le cas de ces photographes et de ces agences qui travaillent, de ces problèmes de plus en plus urgents qui sont traités aujourd'hui et dont la Belgique s'est rendu compte avec une acuité très importante il y a 2 ans. Merci pour votre écoute, votre qualité d'écoute, et puis je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Oui. Oui, c'est une bonne question. Hier, par exemple, nous avons inauguré donc l'exposition de Gaël Turin, et dans une des salles, nous avons sorti un ensemble de photographies et de cartes postales des inondations de Liège de 1910, si mon souvenir est exact. On essaie toujours de faire ce petit passage, et c'est un peu une des gageures au fond du musée, une de ses chances, mais aussi une des difficultés, c'est qu'ayant une collection permanente et des expositions temporaires, on essaie de faire en sorte que je dirais le permanent le soit le moins possible, qu'il y ait toujours un changement dans les collections. Donc ça oblige mes assistants, ceux qui sont chargés de la collection, à retrouver des images, des fonds. C'est l'occasion de les sortir, de les scanner, de les exploiter. Et on essaie aussi, au fond, que le temporaire s'inscrive également dans une logique qui est celle de la programmation du musée de la photo. Nous sommes un centre d'art contemporain aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, et je ne le voudrais pas, on ne peut pas travailler uniquement sur une notion, par exemple, qui serait celle du photojournalisme ou du photoreportage. Et les démarches, par exemple, de ces quelques photographes sont des démarches qui sortent précisément des rails de cette efficacité que les journaux demandent un peu. Et là, on peut aussi se poser la question, c'est la place qui est réservée à la photographie dans la presse. Donc, souvent, ces photographes n'ont plus trouvé, sauf quand, comme Van Malleghem, ils sont commandités, n'ont plus trouvé nécessairement un journal qui les accueillait. Donc le musée ou les autres musées, je suis fort heureusement pas je dirige fort heureusement pas le seul musée qui peut accueillir ce genre de photographes, mais permet peut-être d'avoir un autre discours et une autre forme d'expression sur des questions qui sont des questions totalement contemporaines. Donc là, véritablement, on avait choisi cet angle de vue qui est un angle de vue effectivement plus contemporain. D'une part, les différents usages, d'autre part, les différentes techniques, puisqu'on a des gens qui ont travaillé au panorama. Lui, par exemple, Cyril Albrecht, il travaille à la chambre, ce qui est un travail de la chambre technique, ce qui lui permet d'avoir des photographies qui sont des photographies aussi grandes que ces tableaux ici, et qui sont très impressionnantes dans cette notion immersive. C'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant d'avoir une variation des moyens d'expression pour montrer que la photographie n'est pas qu'unique, et surtout que ce n'est pas parce que des photographes vont travailler en couleur que plus personne n'utilise le blanc et noir, qui reste quand même une très grande tradition. Je pense que c'est au fond le travail d'un musée, c'est de ne pas, alors si on est une galerie, si on est même un centre d'art avec certaines missions, on se doit évidemment d'évoluer dans un certain sens. Mais dès lors qu'on est un service public, dès lors qu'on est dans un musée, en tout cas c'est ma politique depuis 20 ans, 23 ans maintenant que je dirige le musée, c'est de laisser la plus grande expression possible aux photographes de toutes époques, et surtout que j'ai un gouvernement qui, malgré que parfois il m'est arrivé de m'y opposer, ne nous a jamais contraints à des choix ou à des démonstrations, a toujours permis aussi que je présente des photographes étrangers, à condition qu'il y ait une proportion de photographes belges qui soient représentés, ce qui est bien la moindre des choses. Alors oui,
Oui, parce qu'effectivement, et ça c'est le miracle de la photographie, c'est que qui fabrique la photographie? Pas seulement le photographe, celui qui la regarde. Vous êtes un spécialiste en architecture, vous allez regarder une photographie d'architecture qui, je ne la regarderai pas de la même façon que vous, parce que je ne suis pas un spécialiste en architecture. Nous cherchons toujours dans une photographie quelque chose qui est lié à notre quête, notre background, notre travail. Alors, il est certain qu'un travail, par exemple, comme celui qu'on va mener avec Cyril Albrecht d'ici 2 ans à peu près, est un travail qui ne peut se faire selon le seul angle de la photographie ou du postulat artistique. Il est évident qu'un livre comme celui qu'il va préparer est un livre qui va faire appel à des chercheurs, à des scientifiques qui vont parler des choses. Donc je pense que la question climatique, c'est particulièrement, ce n'est pas la seule, mais c'est particulièrement un endroit où on va pouvoir croiser des expériences, des connaissances totalement diverses. Je n'ai pas la compétence de parler du climat comme le ferait un climatologue. Et ça, c'est peut-être une des chances aussi de notre métier dans les musées, c'est qu'à chaque sujet, nous devons nous appuyer sur des regards et des spécialistes divers. Il y a quelques années, j'avais fait une exposition importante suite à une donation sur la Commune de Paris, sur les événements de la Commune de Paris, que j'avais vaguement étudié à l'école. Mais on a travaillé avec des spécialistes parce qu'il y avait évidemment le regard photographique, l'intérêt technique de ce que pouvait avoir une photographie en son temps, en son lieu. Mais il y avait aussi tout le travail des historiens. Donc je pense que la photographie est un véritable carrefour pour cet échange d'informations. Alors, la question, je suis peut-être un joyeux pessimiste ou comment dirais-je, un triste optimiste, je ne sais pas comment il faut le dire. Je pense effectivement que les images, si les images changeaient le monde, il y a très longtemps, c'est un vieux débat, il y a très longtemps que tout irait mieux, parce qu'elles permettent de mettre le doigt là où ça fait mal. Je ne crois pas, malheureusement. Les photographes de guerre n'ont pas réussi à arrêter les guerres, mais elles ont porté à chacun une espèce de conscience et parfois de remords. Et je me dis que des initiatives comme celles que nous menons de montrer ce genre d'images, notamment avec le biais des services éducatifs, puisque c'est très important. Nous avons des services éducatifs, c'est des services qu'on appelle de médiation, sont des choses qui permettent au fond au public de se poser la question, sont des perches que l'on tend aux enseignants pour construire leurs cours, leur donner un support. Et très souvent, par exemple, des professeurs nous demandent est-ce qu'on peut avoir ces images, est-ce qu'on peut en disposer, que ce soit celle-ci ou d'autres sujets. On l'a toujours fait en accord avec les photographes dès lors que ça reste dans un stade qui est non commercial. Et en respect des droits, bien sûr. Je pense qu'il va falloir probablement qu'on abandonne le navire. Merci encore pour votre présence, parce que je vois qu'il y a des gens qui se massent et j'imagine qu'il y a d'autres personnes. Merci.